Bonjour tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire comme chaque semaine, normal puisque c'est hebdomadaire. On voulait aborder avec vous deux sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Le premier, c'est bien sûr la non-censure du gouvernement jeudi après-midi. Non-censure qui était attendue puisque le Rassemblement national avait décidé de ne pas voter cette censure. Mais au sein de la gauche, au sein du nouveau Front populaire, il y a eu des divisions, notamment parce que le Parti socialiste, enfin, une énorme majorité des députés socialistes, 58 sur 66, ont décidé de ne pas voter cette censure. Il n'y en a que 8 qui l'ont voté. Donc on va revenir là-dessus. Est-ce que les socialistes, comme le disent les insoumis, sont des gros traîtres ou pas? On va revenir aussi sur la conférence sociale. Et puis dans une deuxième partie, on voulait vous parler de Donald Trump, qui continue à faire de la politique présidentielle alors qu'il n'est pas encore investi président. Il sera investi en début de semaine prochaine, le 20 janvier. Et on se posera la question de savoir s'il est dans la rupture ou dans la continuité. C'est un débat qui nous anime avec Catherine par rapport à l'histoire politique des États-Unis et globalement l'histoire politique du monde. À noter que on a cette semaine amorcé un partenariat rapproché avec Politis, puisque les midinales sont faites en commun avec Politis, et tous les vendredis, vous aurez le droit, dans notre newsletter, qui, je le rappelle, est gratuite et quotidienne, tous les vendredis, vous aurez le droit à un dossier qu'on concoctera et qu'on concocte avec la rédaction web de Politis cette semaine. Donc on a choisi de parler de Trump. Donc je vous enjoins à aller sur le site de Regard et ou de Politis pour retrouver ce dossier. Mais parlons peu, parlons bien. La non-censure de jeudi après-midi. Alors je vais t'envoyer la question. Est-ce que tu considères que les socialistes sont des gros traîtres de ne pas avoir voté cette censure? Et est-ce que, en d'autres termes, ils ne reviennent pas dans le vieux lit qu'ils avaient construit du socialisme à la sauce libérale, c'est-à-dire à la sauce Hollande, et qu'ils quittent les rives de la gauche, en fait, en ne votant pas cette censure? C'est compliqué d'abord parce que toute l'histoire n'est pas terminée. Donc on peut se dire que peut-être au moment décisif, c'est-à-dire celui qui va arriver avec le budget de l'État ou le budget de la Sécurité sociale, peut-être qu'ils vont voter la censure à ce moment-là avec le reste de la gauche. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont fait hier, alors que c'était en fait essentiellement un vote symbolique, puisque la chute du gouvernement n'était pas engagée. Comme tu l'as rappelé, le RN avait décidé de ne pas voter. Donc en fait, ils étaient d'une certaine façon libres d'exprimer un positionnement politique. Et dans l'alternative qui était devant eux, rester unis avec leurs partenaires de gauche, le nouveau Front populaire, ou permettre au gouvernement Barnier de poursuivre son chemin, en tout cas d'afficher comme tel leur objectif, ils ont choisi la deuxième solution. Donc ils ont préféré permettre à Barnier de continuer plutôt, et au prix d'une division que je crois en fait grave. Je me disais ce matin que les événements, c'est quand ils arrivent qu'on les mesure vraiment. Je pensais que c'était pas si grave que ça, en fait, avant. Je me disais, de toute façon, c'est pas grave, les socialistes sont des socialistes, les insoumis sont des insoumis, et que tout ça, c'est dans l'ordre des choses. La gauche est faite de sa diversité. Mais là, je ne vois pas bien comment on peut imaginer que, n'ayant pas censuré le gouvernement alors que les enjeux n'étaient pas maximaux, puisqu'encore une fois, ils ne pouvaient pas tomber et il n'y avait pas de budget à la clé, comment ils vont oser prendre une décision autre dans 1 mois et demi, 2 mois. Donc je pense en fait maintenant qu'en fait cette décision, elle préfigure, elle annonce la suite de l'histoire. Et je comprends leur rationalité, c'est-à-dire je ne la partage pas, mais je la comprends. C'est-à-dire que je comprends d'une part qu'ils ont
obtenu des choses. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est rien, ce qu'ils ont obtenu. C'est pas ce qu'ils voulaient, mais ce n'est pas... Remarquable, comme dirait Olivier Faure. Il n'y avait pas qu'Olivier. Ouais, remarquable. Oui, il avait dit, puis il n'y a pas que lui. Hollande aussi l'avait dit. Hollande avait dit il faut des gains remarquables. Est-ce que c'est remarquable? Pas tout à fait, mais ce n'est pas tout à fait nul, malgré tout, ce qu'ils ont obtenu. Donc pour moi, le sujet n'est pas absolument celui-là, n'est pas de discutailler pour savoir si quand tu as l'Ondam qui est augmenté de tant de pourcents, tu censures, et quand c'est 5% de plus, tu censures pas. Pour moi, c'est pas à ce niveau-là que les choses se jouent. En vérité, je pense que dans l'équation, on ne peut pas considérer que le fait qu'il n'y ait pas de budget voté soit une question marginale. C'est tout à fait préjudiciable au fonctionnement des associations qui n'ont pas leurs subventions versées, à des collectivités locales qui ne savent pas exactement sur quoi se baser pour faire leur budget, aux EHPAD qui ne savent pas comment ils vont être financés. Enfin, il y a beaucoup de secteurs qui dépendent quand même du budget d'État. Donc je considère que ça n'est pas une question banale que de dire on censure le gouvernement au moment du budget. Je redis ce que j'avais dit la semaine dernière, c'était qu'il y avait une solution alternative qui avait été proposée par Éric Coquerel et par Charles de Courson, qui était de voter des lois qui permettaient de sanctuariser un certain nombre d'éléments, et que ça n'a pas été fait. Donc là, on est sous la pression, mais de fait, on est sous cette pression. Donc je pense que je comprends que ce ne soit pas une décision à la légère, qui ne peut pas être seulement motivée par Macron, on le déteste, et Retailleau encore pire, et etc. etc. C'est-à-dire qu'il faut te dire que si tu fais cet acte, il est compris par les Français, d'une part, et d'autre part, qu'il est porteur d'une solution politique. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il va se passer quelque chose. Et là, c'est là que je trouve qu'il y a un très très grand problème chez les socialistes, c'est que l'argumentation de Olivier Faure à l'Assemblée nationale, pour une part, il a essayé de valoriser ce qu'ils avaient acquis. J'ai dit que ce n'était pas le cœur, à mon avis, du sujet. Mais d'autre part, ce qu'il a dit, c'est faire la politique du pire, c'est en fait faire la pire des politiques, c'est-à-dire permettre l'accession de Marine Le Pen au pouvoir. Alors ça, ce raisonnement-là, il valait pour hier et il vaudra pour dans 2 mois et dans 3 et dans 5. D'autant que le problème des socialistes, c'est qu'ils ne font rien pour préparer une alternative. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour l'instant, ils disent on reste dans l'opposition, ce qu'ils annoncent vouloir faire, mais en aucune façon il y a la préparation à quelque chose d'autre, à une solution plus profonde, plus structurelle par rapport aux problèmes du pays, que je crois absolument indispensable. Il faut une autre politique, et la gauche, qui est dans l'opposition, est légitime à vouloir porter cette autre politique. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'ils font. Je veux dire, c'est pas une autre politique que demander l'augmentation de l'Ondam. Ça, c'est pas une autre politique. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent? En d'autres termes, là où les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon disent nous, si on provoque la chute du gouvernement, c'est pour que ensuite Emmanuel Macron démissionne et nous sommes prêts. En fait, c'est ça le cœur de leur proposition, c'est-à-dire nous sommes prêts à une élection anticipée en 35 jours. Le cœur de leur proposition, c'est il faut une nouvelle élection présidentielle. Et nous sommes prêts. Parce que les autres, ils te disent, genre, nous ne sommes pas prêts. Donc nous ne voulons pas. Et quand ils disent le nous, en fait, c'est un nous général. Ils englobent Jean-Luc Mélenchon. Ils disent, s'il y a une élection présidentielle, la gauche n'est pas prête, compris Jean-Luc Mélenchon, qui ne gagnera jamais, et donc il y a un risque Marine Le Pen. Mais comme tu le dis, et c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que quand bien même ils ne seraient pas prêts, ça fait maintenant plusieurs années qu'ils ne sont pas prêts, et ils ne mettent rien en place pour essayer de relancer une dynamique de gauche ou une dynamique socialiste. Donc là, il y a un vrai sujet. Moi, ce qui m'interroge, c'est leur choix de faire cavalier seul. Et c'est-à-dire
pendant tout un temps, ils ont essayé, on l'avait dit la semaine dernière, d'associer à leur réunion avec le gouvernement, que ce soit le ministre de l'économie ou le Premier ministre, d'associer les écologistes et les communistes. C'est-à-dire de créer un mouvement qui ne soit pas uniquement circonscrit au parti socialiste pour dire, voilà, nous on a une autre stratégie que celle de la France insoumise, qui est la stratégie du dialogue, etc. Et je pensais, moi, jusqu'à cette semaine, qu'ils n'accepteraient pas de faire un pas de plus dans leur solitude, quoi. Parce que là, je rappelle, la motion de censure, elle est souvent présentée comme la motion de censure des insoumis, c'est faux. C'est une motion de censure qui a été signée par des insoumis, des communistes, dits communistes, et des écologistes. Donc c'est une motion de censure qui est la motion de censure, en vérité, d'une très large majorité du nouveau Front populaire. Et le fait qu'eux choisissent tout seuls de s'extraire, en fait, de cette dynamique-là, et pour moi, une impasse stratégique qu'il va falloir qu'ils résolvent assez rapidement. Aujourd'hui, personne ne... D'ailleurs, les socialistes en premier lieu pensent que si la gauche arrive au pouvoir, et même François Hollande, hein, je l'entendais encore il y a quelques mois le dire, quand la gauche arrive au pouvoir, c'est toute la gauche qui arrive au pouvoir. Et François Hollande, il l'avait dit, hein, il dit « Je sais très bien ce que je dois à la gauche de la gauche, y compris dans mon accession à moi au pouvoir en 2012. » Et donc, après, il a un peu oublié, il les a laissés en race campagne, mais là n'est pas le sujet. Et c'est une dynamique de gauche qui le porte au pouvoir. Or là, ils disent, bah non, il y a une dynamique de gauche qu'ils abandonnent. Alors peut-être parce qu'ils la considèrent comme à l'endroit dans le mur, hein, celle de Jean-Luc Mélenchon, et du coup des écologistes et des communistes. Mais ça n'en demeure pas moins, pour moi, un truc qu'il va falloir résoudre. Après, je voudrais juste terminer là-dessus. Tu as dit, c'est pas la fin de l'histoire, parce que... Alors, après, on verra effectivement comment ça se passe dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais ce que je pense, c'est que si jamais, pendant les discussions du budget et surtout après un éventuel vote sur le budget, il y a une motion de censure et qu'à ce moment-là, le gouvernement est renversé, parce que à ce stade, je ne vois pas très bien comment il trouve une majorité pour voter ce budget. Si jamais il vote la censure à ce moment-là, j'imagine que la dynamique générale fera qu'on dira tout est pardonné. Enfin, tu vois, genre, on oublie aussi rapidement, on va oublier rapidement qu'ils n'avaient pas voté la censure au mois de janvier. Peut-être que je me trompe totalement, on a déjà vu, et au moment de la NUPES, et au moment depuis le début du nouveau Front populaire, des noms d'oiseaux volés et des divergences stratégiques très fortes, sans pour autant que ça aboutisse à la rupture du nouveau Front populaire. Parce qu'en fait, c'est ça la question, c'est... Eux, ils se considèrent encore dans l'opposition. Ils l'ont rappelé hier par la voix d'Olivier Faure et de plein de hiérarques socialistes. Mais les insoumis ont dit non, vous n'êtes plus dans l'opposition, maintenant vous n'avez pas voté la censure, donc vous êtes du côté de la majorité, enfin du gouvernement à tout le moins. Et là, je sais... C'est vrai que de l'extérieur, on a un peu de mal à savoir exactement ce que veut dire le nouveau Front populaire. On sait que ça veut dire que parfois il y a une réunion entre les chefs à l'Assemblée nationale, mais que ça dépasse rarement ça. Peut-être des coups de fil et des SMS, hein, bien évidemment. La dynamique unitaire de qu'on aurait pu imaginer être impulsée par la création de cette alliance du nouveau Front populaire est aujourd'hui en tout cas, jusqu'à présent, était pas vraiment explicite, quoi. Enfin, sauf peut-être que je me trompe, hein. Mais moi, j'ai jamais vu des grandes réunions, des grands meetings. J'ai jamais vu beaucoup d'unité depuis le mois de juillet dernier, ou beaucoup de travail d'ailleurs en commun pour essayer précisément d'aplanir, pas de mettre tout le monde d'accord, mais juste de se mettre d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord et pouvoir continuer d'avancer ensemble. Donc, est-ce que là, ça veut dire que... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ne plus être dans le nouveau Front populaire? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Si ce n'est l'ultimatum, enfin la menace lancée par Jean-Luc Mélenchon, aux prochaines élections, si vous ne votez pas la censure, vous aurez un député de la France Insoumise en face de vous. Mais donc là, ça veut dire réduire le nouveau Front populaire à une alliance électorale pour les législatives. Mais en dehors de ça,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont plus venir à la réunion hebdo? Olivier Faure va plus venir à la réunion hebdomadaire? Je ne sais pas. Bah, je ne sais pas s'il y a une réunion hebdomadaire. Oui, voilà, Alors, exactement. Moi, je ne sais plus s'il y en a. Bah, je pense que c'est pas grand-chose, le nouveau Front populaire. Pour l'instant, c'est un souvenir. C'est le souvenir d'une dynamique qui nous a permis d'empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir et qui a placé la gauche en tête aux législatives. Mais à part ça, c'est pas beaucoup plus que ça. Parce que, en effet, comme tu le dis, ils se sont réunis en conclave, puisque c'est le terme, pour trouver une candidature pour le poste de Premier ministre. Et puis après, ils se sont présentés dans les réunions avec Emmanuel Macron, tous les quatre, plus Lucie Castet, au démarrage, là, au mois de septembre. Enfin, sans ça, ça n'existe pas, en vérité. Mais par contre, en effet, des noms d'oiseaux, on en a déjà entendu. Par contre, en général, ils votent ensemble. Ils ont voté la même chose. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est quand même, c'est pas tout à fait la même chose que de s'engueuler pour savoir comment on qualifie le 7 octobre. Tu vois, c'est d'un autre niveau, à mon avis. Donc là, il s'est inscrit une divergence. Le problème des socialistes, c'est que je crois qu'ils se sont auto-convaincus que le résultat de Glucksmann cet été était leur donner la force de reconstituer dès à présent et à partir d'eux-mêmes une force social-démocrate. Donc ils pensent, enfin moi tous ceux que j'entends et avec qui j'ai l'occasion de discuter, etc., pensent que Glucksmann, on a fait 14% au mois de juin, c'est pas si mal, et donc on peut, sur cette base-là, constituer le socle d'une nouvelle proposition à gauche à côté de celle de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est tout à fait l'argument que développe François Hollande, qui dit la gauche elle est plurielle, il faut bien qu'elle s'allie à un moment, mais elle ne peut pas ne pas être plurielle. Ce qui est tout à fait mon point de vue d'ailleurs. C'est-à-dire que je ne suis pas hollandaise ni socialiste, loin s'en faut, mais je pense que la gauche elle est diverse. Et donc ils pensent qu'ils ont la matrice pour ça. Je crois qu'ils s'illusionnent beaucoup. Je crois que l'élection européenne était un moment particulier qui n'est pas très favorable aux insoumis d'une façon générale. Ils n'ont pas une politique internationale et européenne ni très constituée ni très partagée à gauche. Donc ils peuvent pas faire un carton sur les élections européennes, et que Glucksmann, en revanche, lui, il est beaucoup plus identifié sur ces sujets-là, il est plus consensuel. Donc je pense qu'il avait une fenêtre de tir. Par contre, ce que je crois, c'est que les socialistes sont en convalescence dans la gauche, c'est-à-dire qu'ils ils avaient été mis en dehors de la gauche. Olivier Faure, en 2018, il ne pouvait pas venir dans les manifestations de gauche. Parce que ceux qui ont la mémoire de cela, ils se faisaient sortir des manifs au début. Donc c'était quand même très très compliqué, les rapports entre la gauche et la gauche militante, je dirais, et le Parti socialiste, à qui il était fait reproche, les lois travail, la déchéance de nationalité, etc., etc. Donc des choses qui ont marqué la réforme Touraine, des choses qui ont marqué et heurté la gauche. Et eux, ils pensent que ça y est, c'est pardonné, et que c'est oublié. Non, moi je crois pas. Je crois que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils nous fassent quelques preuves d'un changement de propositions, de manière d'entrevoir le monde. Et pour l'instant, c'est pas leur faire offense que de dire qu'ils ne l'ont pas fait, et qu'en plus, ça n'existe pas vraiment à l'échelle internationale. Je veux dire, les Américains viennent de se prendre une sacrée tôle, les démocrates américains, aussi pour cette raison. Les sociodémocrates allemands vont se prendre une fessée au mois de février. Bon, les seuls qui ont l'air de tenir debout, c'est un peu du côté de l'Espagne, mais il n'y a pas de construction d'une proposition nouvelle qui ne soit pas profondément structurée par le social-libéralisme. C'est-à-dire, on va être libéraux, on va être pro-business, et puis comme ça, on va gagner un peu d'argent pour pouvoir faire de la redistribution, qui est à peu près ça le concept. Ils sont encore là-dedans. Et c'est encore ça qui les détermine aussi dans leur approche du budget. Donc, je pense qu'ils se trompent. S'ils pensent qu'ils peuvent s'émanciper du reste de la gauche et capitaliser à gauche en dehors, il faut leur rappeler que pour ce qui concerne le social-libéralisme, il y a Gabriel Attal, il est déjà là, quoi. Je veux dire, ce discours-là, il est déjà occupé dans l'espace politique. Donc, ils n'ont pas d'espace de ce côté-là. Donc, ou bien ils sont capables de formuler une proposition de gauche et ils peuvent trouver une place,
Si ils ne le font pas, ils n'en auront pas. Le problème, là, c'est qu'ils font cavalier seul. Et alors, dernière petite remarque pour clore cette séquence des médisants sur la gauche, c'est que les communistes et les écologistes n'ont pas non plus... ils ont décidé de voter la censure, mais ils ont décidé de continuer également de négocier avec le gouvernement pour essayer de prendre ce qui peut être pris, capté, acquis. Mais je dirais dans l'élaboration d'une proposition politique qui soit autre que celle de la France insoumise, pour l'instant, il n'y a pas. Et donc, en fait, tout ça va se traduire par... se traduit, là, à l'instant T, par... Il y a la France insoumise et pas grand-chose d'autre à côté. Et ça, je pense que c'est un problème pour les communistes, les écologistes et les socialistes. Le fait de ne pas être capable de formuler une proposition dans son contenu et dans sa crédibilité politique. Sa crédibilité politique, c'est-à-dire de se dire que ça peut faire jeu égal avec la France insoumise. Et dernier tout petit point, si on ne veut pas de Marine Le Pen, l'idée qui se dit beaucoup à gauche, c'est qu'il faut une proposition unique en cas d'élection présidentielle. Il faut un candidat unique à l'élection présidentielle. Beaucoup pensent que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas l'être. Alors il y a ceux qui pensent à la France insoumise qu'il est celui-là. Et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dit, si vous êtes d'accord avec mon programme, bienvenue au club, vous pouvez venir me soutenir. Il n'a pas de prévention à l'égard des gens qui veulent bien venir le soutenir. Tout le monde peut venir le soutenir. Et les autres pensent que ça ne peut pas marcher. Pour des raisons certainement de fond, mais aussi pour des raisons qui sont liées à Jean-Luc Mélenchon et à son image, c'est la brutalité de la personne telle qu'elle est perçue dans l'opinion publique. Bon, mais alors, ils proposent quoi d'autre, eux ? Non, mais je veux dire, là, ils font quoi ? Non, mais sérieux, quoi. Puis alors, par ailleurs, si tu veux, ça peut être sympa, là, pour les communistes et les écologistes qui cherchent une solution autre, d'aller s'allier avec les socialistes. Ouais, c'est un peu complexe. Non, mais, juste un mot quand même sur les socialistes, parce que on sait que les débats en interne, notamment au Bureau national et avec les représentants des différentes motions, ont été particulièrement âpres et qu'ils étaient particulièrement divisés sur le sujet de la censure. Et vous avez des responsables politiques qui, y compris encore vendredi matin, ont pris des positions contre la censure. Je pense par exemple à Alexandre Wizy, qui est un sénateur socialiste, un jeune sénateur socialiste, qui a dit... Pour la censure, tu veux dire pour la censure, oui, pardon. Pour la censure. Qui disait, si on en reste là, nous nous trahissons. Et il considère que les avancées obtenues sont pas assez importantes, qu'il n'y avait pas le mot suspension. Enfin, c'est-à-dire que pareil pour Sarah Kerish ou la députée européenne Emma Rafovic, qui sont toutes et tous au bureau national du Parti socialiste, qui ont fait valoir le fait que pour eux il fallait voter la censure, qu'il en allait de la crédibilité de gauche du Parti socialiste. Et que, alors c'est intéressant parce que toi tu dis il faut absolument qu'ils aient leur propre logiciel, etc. Je suis d'accord, et en même temps, je vois bien à quel point... C'est en chemin. Bien sûr, bien sûr. Non, mais... Ce logiciel n'est pas mon terme, mais... oui, c'est le mien. mais moi, ce que je pense aussi, c'est que pour beaucoup de gens... alors, je vais dire un mot qui n'est pas forcément le meilleur, mais genre pour les jeunes générations, enfin, je veux dire... il y a l'inscription dans la dynamique de gauche dans un moment où le néolibéralisme, sauce Macron, vous mettez l'adjectif que vous voulez, et le proto-fascisme ou l'extrême droite ultra virulente, vu leur dynamique, enfin il y en a qui sont au pouvoir, il y en a d'autres qui sont le vent en poupe, en fait, être de gauche, s'inscrire dans une dynamique de gauche peut, dans une certaine mesure, être suffisant. C'est-à-dire, en fait, franchement, est-ce qu'on en est à essayer de développer la nuance de ce que c'est que être socialiste, etc. Alors qu'il vaudrait mieux que déjà commencer à construire des barricades. Je te dis, genre, la logique, en fait, dans laquelle, à mon avis, beaucoup de gens s'inscrivent. C'est, j'en ai rien à foutre, genre, on est de gauche, on va... Et c'est d'ailleurs cette dynamique-là qu'on a vue à l'œuvre en 2017 et en 2022, au moment du vote à l'élection présidentielle. C'est-à-dire tout le monde va voter à gauche, on en a rien à foutre de savoir si c'est pif, paf, Paul ou Jacques. Et même, moi je vais encore plus loin et les insoumis vont hurler, tu vois.
mais même l'incarnation n'est même plus si importante que ça. C'est-à-dire que le plus important, c'est juste de voter à gauche parce que, en fait, on est inscrit dans une dynamique qui est large comme ça. Après, savoir si c'est communiste, socialiste, écologiste ou insoumis, c'est moins important. Mais je comprends aussi les logiques internes. Mais je vois bien, quand j'ai écouté ces personnes-là qui voulaient la censure, qui voulaient que le Parti Socialiste vote la censure, j'entends en fait derrière, là on n'en est pas au moment de réfléchir qu'est-ce que c'est que le socialisme d'aujourd'hui ou de demain, quoi. Genre on a besoin de faire montre d'unité à gauche et c'est la seule chose dans une certaine mesure qui compte. Mais c'est paradoxal ou c'est contradictoire avec le fait, et je suis d'accord avec toi aussi, qu'un socialiste n'est pas un insoumis. Oui, et encore une fois, ce que je pense, c'est que réellement, pour la question de est-ce qu'on fait tomber le gouvernement, est-ce qu'on vote ou pas le budget, c'est pas des questions dans les circonstances présentes qui sont complètement rien à foutre, quoi. Je veux dire, enfin, moi, ce que je pense, c'est que ce que je trouve qui est plus embêtant, c'est de voter la censure et de ne pas proposer quelque chose. C'est ça qui me fait davantage suer. Et quand je dis proposer quelque chose, par exemple, faire tomber le gouvernement et ne pas être en situation d'avoir une proposition politique qui est capable d'empêcher l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est irresponsable. Donc, il faut avoir une proposition qui permette de bloquer Marine Le Pen. Les Insoumis, ils l'ont. Les Insoumis, ils pensent que Jean-Luc Mélenchon peut empêcher l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. Le reste de la gauche est très dubitatif sur cette proposition. Beaucoup pensent que peut-être que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le candidat idéal et qu'il faudrait imaginer quelqu'un qui soit moins clivant, etc. Ils ont tort, ils ont raison, je m'en fous. S'ils pensent ça, il faut qu'ils proposent quelque chose. Là, le problème, c'est qu'ils ne proposent rien. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que on peut vouloir la censure, on ne peut pas se désintéresser des conséquences de cette censure. Donc, s'il y a censure, il faut avoir une offre, des propositions, une manière de régler la question qui permette au pays de ne pas être dans l'expectative pendant 6 mois et de ne pas se retrouver avec l'extrême droite au pouvoir. C'est indispensable. On ne peut pas se laver les mains des conséquences de ces actes quand ils sont de cette importance. Passons maintenant au deuxième sujet qu'on voulait aborder, la proposition qui a été faite par le Premier ministre de conférence sociale ou de, je cite, conclave sur la question des retraites. Peut-être que tu peux nous l'expliquer rapidement, parce que tout à l'heure tu me l'as très bien expliqué juste avant de démarrer. En gros, il y a 3 possibilités qui ont été avancées par François Bayrou dans son discours de politique générale mardi. Oui, alors c'est un peu flou et ça évolue. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est en gros, ou bien il y a un accord général de tout le monde sur une proposition. De tous les partenaires sociaux. De tous les partenaires sociaux. Point d'orgue, parenthèse avant d'avancer, il a une vision assez large des partenaires sociaux, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a 11 organisations qui sont convoquées pour cette négociation. C'est-à-dire que ça va de l'UNSA, la FSU, la CGT, le CFDT, etc., la FNSEA, le MEDEF, etc. C'est-à-dire que c'est pas simplement les syndicats représentatifs traditionnels, c'est-à-dire les 4 syndicats salariés, c'est plus large que ça. Donc c'est quand même, ça c'est plutôt pas mal. Et il dit voilà, ou bien tout le monde est d'accord sur une proposition, tout va bien, je viens au Parlement et je vous propose de la voter. Ou bien il y a une proposition qui ne rallie pas tout le monde, mais qui rallie une partie des partenaires sociaux, et peut-être pas sur la totalité, mais il y a quelques propositions. La pénibilité, par exemple, le travail des seniors, quelques propositions qui sont mises sur la table, qui ont un certain niveau d'agrément des partenaires sociaux. Et je viens au Parlement vous le proposer. Ou il n'y a aucun accord et tout le monde bloque, et la loi actuelle continue de s'appliquer. Ce que je trouve intéressant et qu'il faudra entendre, vérifier, c'est quand il dit s'il y a un certain consensus d'un certain nombre de partenaires sociaux, est-ce qu'il entend qu'on raisonne par collège? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au minimum un accord du patronat.
ou des représentants des organisations patronales. Et un des salariés et un du patronat. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'il entend? Ça, on ne sait pas. Parce que y en a qui disent ça donne au MEDEF le droit de veto. C'est sûr que s'il faut qu'il y ait au moins l'accord du MEDEF, c'est compliqué. Mais si c'est un accord de plusieurs organisations pour faire ce qu'on appelle un bouger, pour faire une évolution, pour transformer des éléments, et ça vient au Parlement, alors là, je trouve ça plutôt intéressant, parce qu'une fois que c'est au Parlement, ben, les parlementaires, ils ont la main. Ils peuvent, comme dirait l'autre, quand il y a une proposition de loi, un projet de loi qui arrive, tu sais comment elle rentre, tu sais pas comment elle va ressortir. Ben oui, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, il y aura la possibilité de faire une autre proposition, de faire une autre réforme des retraites, d'abroger l'ancienne réforme de fait, puisqu'on en aura une nouvelle. Donc c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va se jouer normalement là. Donc il y a la possibilité, sans que personne ne perde la face, etc., etc. En fait, s'il y a une nouvelle loi, ça veut dire que l'ancienne est abrogée de fait. Donc voilà, est-ce que c'est là, il y a quelque chose qui se dégage. Maintenant, j'ai assez peu d'espoir que les partenaires sociaux vont se mettre d'accord sur le retour à la retraite à 60 ans, ni même le retour à la retraite à 62 ans. Ça me paraît très incertain. Et par ailleurs, les 43 années de cotisation qui ont été introduites par la réforme Touraine, on sait que les socialistes, ils l'ont défendu. Donc, il ne faut pas s'attendre à un consensus pour défaire la réforme Touraine et pour défaire la réforme Macron. Il peut y avoir des choses qui trouvent un certain niveau d'accord, et puis le Parlement, qui est très majoritairement opposé à la réforme Macron, peut voter son abrogation. Deux petites choses. La première, c'est que en amont de cette conférence sociale conclave, François Bayrou a annoncé avoir demandé à la Cour des comptes une mission flash pour un peu je cite, je paraphrase François Bayrou, pour qu'en gros la conférence sociale puisse bosser avec les bons chiffres, quoi. Parce que soi-disant les chiffres jusqu'alors n'étaient pas bons. Moscovici a dit, ça va, le premier président de la Cour des comptes a dit, ça risque de prendre 4-5 semaines. Avant de pouvoir rendre compte de cette mission flash. Alors ce qui est intéressant, c'est que ils vont le rendre le 19 février. Voilà. Alors l'objet. Oui, Bayrou a voulu intimider tout le monde en disant que la moitié du déficit de la France, c'était le déficit des retraites. C'est un peu, on continue d'être sur le mode de l'intimidation. Exactement. Quoi. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que il ne faut pas oublier comment tout ça a commencé. Tout ça a commencé au moment de l'entretien que François Bayrou a fait sur France Télévisions dans un 20h, où ce qu'il avait suggéré, c'était le retour de la retraite à points sans âge pivot. Enfin, il avait dit qu'il n'avait pas de tabou pour remettre en question l'âge pivot. Et alors, on en a un peu parlé à ce moment-là de la retraite à points, puis après, hop, ça a complètement disparu de la conversation. Mais là, bon, c'est un pari que je fais, c'est une hypothèse à ce stade, mais je suis intimement persuadé que c'est l'objectif de François Bayrou, c'est que en vérité, l'accord qui soit trouvé dans la conférence sociale, notamment entre le MEDEF et la CFDT, ça soit sur la retraite à points. Alors, il y a plein de difficultés de mise en œuvre, il y a la question de la temporalité de la mise en œuvre d'une telle réforme qui prendrait une génération, une vingtaine d'années, mais au-delà de ça, ça pourrait être une porte de sortie envisageable pour l'actuel Premier ministre, pour essayer de dire, bon bah vous voyez, j'abroge la précédente réforme, la réforme de 2022. Je vous en propose une nouvelle qui a l'accord d'un syndicat de salariés et d'un syndicat patronal. Donc je suis le meilleur et je vais pouvoir continuer à rester Premier ministre. On reviendra dans les colonnes de regard, j'y tiens vraiment, sur cette retraite à points dont on a un peu oublié en 5 ans les tenants et les aboutissants, les raisons pour lesquelles, comme on disait avec Catherine cette semaine, on n'est pas d'accord avec cette réforme, même si... On ne sait plus pourquoi
n'est pas d'accord, mais on n'est pas d'accord. Voilà. Mais donc, on vous en parlera la semaine prochaine. Mais moi, je suis persuadé qu'on se dirige vers ce type de solution. Mais ce que je trouve que tu pointes un truc là au passage, c'est qu'en fait, la question de l'abrogation de la réforme des retraites, elle peut intervenir tout à fait sans que ça soit pour une solution tout à fait formidable. Enfin, je veux dire, ça fait partie, et ça reboucle avec le début de notre conversation, c'est qu'en fait, il faut être capable de proposer des choses. C'est-à-dire, il faut être capable de dire, en fait, qu'est-ce que l'on envisage, qu'est-ce que ça serait une approche progressiste, de gauche, humaniste, moderne, c'est-à-dire qui corresponde au travail d'aujourd'hui et aux gens d'aujourd'hui, que la fin du travail, enfin la période où on arrête de travailler, où on prend sa retraite, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que notre idée sur le sujet. J'ai l'impression qu'on se l'est déjà dit souvent. Nous, tout le monde sait que en 2023, quand Macron a fait sa réforme, la NUPES, puisque c'était le régime de la NUPES à l'époque et pas encore du Nouveau Front Populaire, tout le monde avait mis le mouchoir sur l'affaire parce qu'on voulait être d'accord tous ensemble, donc on était d'accord pour être contre. Et d'ailleurs, les syndicats ont redit ce matin qu'ils sont tous opposés à la réforme Macron. Après, qu'est-ce qu'on veut ? Là, c'est une autre histoire. Et là, il y a quand même il y a du grain à moudre pour faire valoir une proposition. Donc, encore une fois, l'exigence de l'abrogation, oui, mais ça n'est pas suffisant pour... Et ça nous entraîne presque sur notre réflexion. Si ? Sur notre discussion. Ben oui, parce qu'en fait, on a eu... Excellente transition. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un peu cette question-là. On a fait donc avec Politis cette semaine la newsletter sur Trump et en gros l'axe que l'on proposait était de dire que l'arrivée de Trump allait finir de défaire les consensus et les acquis issus de la Seconde Guerre mondiale et puis qui ensuite se sont renforcés, ont encore évolué avec la fin de l'Union soviétique. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il y avait avant, c'était super? Est-ce qu'on ne peut avoir qu'un regard nostalgique sur ce qu'il y avait avant? C'est pas certain. Néanmoins, ce que va faire Trump, c'est quand même la remise en cause de quelque chose qui tendait à civiliser les organisations intérieures dans les pays, c'est-à-dire à développer des protections sociales pour les êtres humains, et à l'échelle internationale pour substituer le droit international au règne de la force, du rapport de force permanent. Or, c'est vrai qu'on vient de vivre une remise en cause avec notamment à partir des années 80 la montée du néolibéralisme très très puissant qui a déjà beaucoup mis à mal l'État-providence d'une part et d'autre part on voit bien que le respect du droit international s'était quand même largement écorné à plusieurs reprises ces dernières décennies. Mais néanmoins, ce que je dis à Pablo, c'est que ce n'était pas génial, mais ce qui est en train de se préparer constitue néanmoins pas seulement, selon mon analyse, pas simplement une aggravation du délitement du welfare state et du droit international et du multilatéralisme, etc. C'est pas simplement une dégradation, c'est une fin et une autre proposition qui est en train de s'élaborer, qui est en rupture avec tous ces processus, encore une fois, de régulation des relations économiques et des relations politiques et diplomatiques. Et voilà, notre débat avec Pablo portait sur cette question, et encore une fois, ça ne conduit pas pour cela à trouver que la mondialisation était heureuse. On n'est pas obligé de redevenir je ne deviens pas béat du système passé. Mais néanmoins, ce qui se profile là, c'est extrêmement dangereux. Pour dire autrement ce que vient de dire Catherine, notre débat c'était est-ce que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir là, dans quelques jours, c'est une rupture ou une continuité par rapport à dans l'histoire du monde
en général et dans l'histoire des États-Unis en particulier. Donc on a eu... Donc comme Catherine est plutôt partisane d'expliquer ça en termes de rupture et de dire ça va être une fin et une reconfiguration vraiment sur des bases en vérité qui sont fondamentalement différentes. Mais moi j'ai fait une midinale avec Bertrand Badi dont je vous conseille de regarder qui est très intéressante sur le sujet où bon Bertrand, ce qu'il avance dans un premier temps, c'est bon, de toute façon, le multilatéralisme n'a jamais existé. Donc, quand je lui pose la question, donc quand je lui dis oui, mais est-ce qu'il va déconstruire finalement tout ce consensus de post-Deuxième Guerre mondiale, il me dit de toute façon ça n'a jamais existé. Et il avait des arguments qui sont à mon avis pertinents. Le premier de ces arguments, c'est de dire de toutes les façons ce consensus, on va dire la formation de ce droit international est notamment assis sur des organisations internationales, on pense notamment à l'ONU, à l'OMC, etc., enfin à toutes ces grandes organisations internationales, a été construite par des puissances, des grandes puissances, à commencer par les États-Unis, qui, si je prends l'exemple de l'ONU, ça il ne le dit pas, mais en fait c'est à mon avis ce qu'il pense, et il dit l'ONU, il construit l'ONU, il dit bah, tout le monde peut venir, c'est génial, le concert des nations, mais on va faire un conseil de sécurité où on aura le droit de veto. C'est-à-dire que à l'intérieur du concert des nations, ils organisent quand même le règne de la puissance et de dire ce sont les 5 pays les plus puissants, enfin les vainqueurs de la guerre, qui décident, qui auront un droit de veto sur tout, en fait, et sur les choses les plus importantes. Donc ce faisant, ils nient en vérité, ils utilisent un pseudo-concert des nations comme un outil de puissance, un outil pour rappeler au reste du monde leur puissance. Et il en va de même, en vérité, sur, à mon sens, tout ce qu'il... Enfin, c'est une vision. Je dis pas que ça détruit tout ce que tu viens de dire, au contraire. Enfin, c'est parallèle. C'est des dynamiques, tu vois, qui sont parallèles. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle, évidemment, il y a une mondialisation heureuse, c'est un terme, c'est une expression d'Alain Minc. Non. Ça, genre, je pense qu'on est tous d'accord ici, les gens qui regardent, pour dire que ça n'a jamais été le cas. En revanche, tu vois, par exemple, j'avais cette remarque quant à la propension de Donald Trump de dire on va annexer le Canada, on va racheter le Groenland, on va prendre le Panama, etc. En vérité, il dit juste tout haut ce que les États-Unis, depuis des dizaines et des dizaines d'années, font tout bas. Je veux dire, ils l'ont fait en Amérique latine, ou que d'autres, d'ailleurs, d'autres puissances. À commencer par la France, on a fait ça en Afrique et on continue de le faire en Afrique, de prendre les premiers ministres et les présidents et de les changer, de dire c'est toi qui vas devenir président, etc. Lui, il le dit tout. Alors évidemment, ça choque. C'est pas le même genre. Ça se fait au su et au vu de tous. Mais pour moi, il y a une continuité dans la même veine sur les questions économiques et notamment sur les questions financières. La façon dont les États-Unis ont organisé le système international autour du dollar est une façon de dire leur puissance et d'imposer leur puissance à l'ensemble des pays du monde. Et parce que la question première, c'est de savoir est-ce que lorsque il y a un peu moins de 200 pays dans le monde, d'États-nations dans le monde, est-ce que lorsque vous vous réunissez, vous êtes chacun une voix ? À l'ONU, est-ce que vous êtes chacun une voix ou est-ce que, en fonction de votre poids économique, de la taille de votre armée ou de je ne sais pas quoi, est-ce que vous avez plus le droit de participer à l'orientation du monde, à savoir quelles règles vont primer sur d'autres en toute matière, en matière de monnaie, en matière de valeurs, etc. Enfin, et jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai plutôt l'impression que ce sont les pays qui se targuaient d'avoir la plus grande puissance qui, en gros, décidaient de l'orientation sur tous les paramètres de notre existence au monde. Ce qui ne nie pas, je suis pas en train de m'opposer frontalement à ce que tu dis, tu vois. Je dis juste que moi j'ai l'impression que Donald Trump il va juste un pas plus loin que les autres et surtout il le dit. En vérité. Alors moi je suis pas d'accord avec ça et c'est même presque une question philosophique. L'égalité en droit n'a jamais été réalisée en fait.
c'est très différent de considérer que l'égalité est légitime et qu'elle est un horizon à atteindre, ou de considérer que on n'en a rien à foutre et que l'inégalité, c'est ça qui fait progresser les sociétés, c'est ça qui dynamise les hommes, etc. Donc, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'égalité totale entre tous les pays. Mais ce n'est pas la même chose de dire l'intervention doit passer par une validation à l'échelle internationale où je fais ce que je veux, j'y vais, paf, 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 je débarque et j'annexe les pays que j'entends annexer. C'est-à-dire que il y a une base juridique, mais il y a une base politique qui permet de s'opposer et qui est reconnue, qui est validée. C'est-à-dire que, par exemple, les frontières, ça se respecte. Par exemple, les enfants, ça ne travaille pas avant, je ne sais pas quel est l'âge que l'on reconnaît à l'échelle internationale. Il y a des choses qui sont posées à l'échelle internationale. Ça ne veut pas dire que ça s'applique partout, mais ça veut dire qu'il y a une légitimité supérieure à le revendiquer, à l'exiger. Et donc, je pense que c'est une question dans les dynamiques de société sur tous les terrains et sur la longue durée. Les avancées qui sont des avancées de formulation en principe peuvent préfigurer, préexister aux avancées dans les faits, mais c'est ce qui donne de la force au combat pour les faire exister. Le fait qu'il y ait eu les hommes naissent libres et égaux en droit, ça a aidé les femmes à obtenir l'égalité. C'est-à-dire que cette prétention n'était pas dans les faits, mais ça a été une justification pour l'obtenir. Et le fait que l'ONU d'abord mette la charte des droits universels des êtres humains d'une part, et qu'il y ait un certain nombre de fonctionnements qui fassent que chaque pays peut prendre la parole, et y compris à l'intérieur du Conseil de sécurité. Moi, je pense qu'il faut absolument revoir ce Conseil de sécurité, mais néanmoins, ce n'est pas la même chose que Poutine qui dit « l'Ukraine, c'est à moi, je le prends ». Tu vois, ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, à l'échelle internationale, délégitime cette action-là. Et ce que je dis, c'est que Trump est en train de détruire tous les outils qui, certes, n'étaient pas parfaits, qui certes n'étaient pas ce qu'on aurait voulu, nous, par rapport à nos idéaux, nos valeurs, qui parfois étaient trahis, maltraités, et tout ce qu'on voudra, y compris par les par les États-Unis. Ouais. Mais le fait que ça existe, c'est très important, et c'est très important de pouvoir s'en saisir, pouvoir s'appuyer, ça donne de la légitimité, de la force au combat. Bon, ça, et tu vois, voilà, la Cour pénale internationale, par exemple, le fait que les États-Unis n'en soient pas signataires est une question, et le fait qu'elle soit respectée et appliquée est un enjeu. Voilà. Et donc, quand tout le monde s'en fout, et que là, bon, la semaine prochaine, Netanyahou va probablement aller en Pologne sans que la Pologne exerce pour les 80 ans d'Auschwitz, pour la libération du camp d'Auschwitz, et que la Pologne dit mais tu peux venir, c'est pas un problème, tu ne seras pas, nous n'allons pas exécuter notre engagement vis-à-vis de la CPI. Pour moi, c'est un vrai problème. Mais ça nous permet de poser la question. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas du tout que le monde issu de la Seconde Guerre mondiale était idéal, mais il posait des valeurs et des principes d'égalité, de dignité des êtres humains, de droit international, qui ont été, pour certains d'entre eux, détricotés, pour d'autres qui ont été confortés, parce que le droit international a plutôt progressé. Mais en vérité, je suis complètement d'accord avec toi, et d'ailleurs ça vaut aussi pour la France. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'en France, il y a toujours des discriminations, etc., qu'il faut se dire, ah bon, bah finalement, les lois, ça sert à rien, mettons à bas la République, oui, la justice. Ou que Macron, c'est pareil que Marine Le Pen. Voilà. Ça, ce n'est pas... Donc, tu vois, c'est ce type de raisonnement qui fait glisser à dire n'importe quoi. Oui. Je veux dire... Oui, mais alors du coup, je vais reprendre ce que tu dis, et effectivement dire que les cadres dans lesquels on est inscrit permettent ou empêchent les combats, en vérité, et que du coup ce cadre d'organisation internationale, de droit international, permet de mener des combats hyper légitimes. C'est aussi la raison pour laquelle
même si Donald Trump a l'air est très véhément vis-à-vis de ce droit international, c'est pas sûr qu'ils réussissent à le foutre par terre en l'espace de 4 ans. C'est-à-dire que il y a des mécanismes, y compris à l'intérieur même de la société américaine, qui font que il va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Tu vois, on n'est pas encore les États-Unis, c'est pas encore la jungle, et lui, c'est pas le roi de la jungle. Et donc, tu vois, il est pas Superman et il peut pas tout détruire. Et il va essayer. Et il va essayer il a là la mission qu'il a, par exemple, donnée à Elon Musk de détruire 99 agences de l'État sur à peu près 400, il va essayer de le faire. Mais va-t-il réussir à le faire? Aux États-Unis, il reste des contre-pouvoirs et les dynamiques mondiales. Pas beaucoup quand même, Pablo. Hein. Je sais, mais non, mais c'est comme partout. Enfin, je veux dire, on va voir. Moi, je pense que il faut pas jeter. Non. C'est pas la bonne question, jeter l'eau du bain. Non, c'est pas la question. Non, mais moi je pense que il faut pas désespérer. Bon, d'accord, on va continuer de désespérer. Non, c'est pas la question de désespérer ou pas, c'est aussi de voir la réalité de ce que sont ces institutions, que ça soit les institutions américaines ou les institutions internationales. Et oui, elles peuvent prendre des coups dans la gueule. D'ailleurs, elles se sont pris. Là, ça fait quelques années que c'est très sévère vis-à-vis d'eux. On pense notamment à ce qui se passe en Palestine. T'as parlé de Netanyahou, mais l'Ukraine, enfin je veux dire il y a plein d'endroits, l'OMS au moment du Covid, c'était quand même coton, hein, comme ils ont été discrédités totalement. Pour autant, on a voulu les discréditer, ils n'étaient pas discrédités. Exactement, les États ont repris le dessus mais pour autant l'OMS n'a pas disparu, tu vois. L'OMS continue à tu vois, et pareil pour l'ONU. Mais notre débat ne portait pas pour savoir si tout le monde était devenu fasciste. Le monde n'est pas devenu fasciste, mais Donald Trump est un fasciste et la politique qu'il va chercher à appliquer est une politique en rupture avec, y compris d'ailleurs celle qu'il avait faite entre 2016 et 2020. Et dans les ruptures qu'il va opérer, pour moi, c'est non seulement le fait qu'il ne reconnaisse aucun des mécanismes de régulation, qu'il considère que toutes les protections sociales sont négatives. C'est pas simplement qu'elles coûtent trop cher, c'est qu'elles sont négatives. Quand Zuckerberg dit maintenant, moi, ce que je veux, c'est des gens plus efficaces, plus efficients, et que donc les 5% les moins efficaces, je les fous dehors. Il dit ça, il dit en fait, on a besoin de valoriser les plus puissants, et que c'est eux qui vont tirer la dynamique. Bon. Toute la société américaine n'est pas acquise à ça. Si l'on voit la réaction des gens de Los Angeles, le soutien, vraiment l'entraide qui s'est développée face aux incendies, moi, ce que j'en lis, c'est que ça a été remarquable et étonnant de par son ampleur. Donc, il y a de la solidarité, il y a le sentiment qu'on fait partie de la même humanité, qu'on vient en aide. Il n'y a pas que les riches qui ont brûlé. Non, parce que souvent, on résume un peu. Non, je te le dis parce que, j'entends beaucoup à gauche, de toute façon, ils ont brûlé les maisons des riches. Non, il y a aussi des quartiers entiers, populaires, qui ont cramé. Non, mais surtout, c'est que les habitants de Los Angeles ont été victimes de quelque chose qui est d'une extrêmement violent, puissant, et qu'il y a de la solidarité qui s'est exprimée généralement. Et on a souvent parlé ici de le fait que la France, les Français ne sont pas devenus des fascistes. Mais néanmoins, la proposition de Marine Le Pen est une proposition fasciste, et même si elle était élue, ça ne voudrait pas forcément dire que la majorité de la France est devenue fasciste, mais n'empêche que c'est pas du tout anodin que de la porter au pouvoir. Et donc, ce qui va arriver à partir de lundi, c'est un pouvoir qui va chercher à tout casser, et à faire valoir son point de vue, son approche. Et par exemple, c'est vrai que l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de la conquête de territoires par la force et souvent par l'achat des territoires, etc. Est-ce qu'ils ont acheté le Texas, la Louisiane, etc. Bon, d'abord, il y a un petit moment quand même que ça s'est fait. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Ce que je veux dire, c'est que les frontières sont reconnues et elles sont défendues et elles sont reconnues à l'échelle internationale. Donc, quand Trump prétend annexer le Canada, ben non, quoi, si tu veux.
Moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, juste sur cette question des frontières, c'est qu'il propose, il y a une petite offensive sur la question du Groenland. Alors, il varie entre on va l'acheter et puis genre, parfois il a d'autres idées pour récupérer le Groenland, pour des raisons qui sont à la fois liées à potentiellement des gisements en hydrocarbures sous le Groenland et aussi de passage des bateaux une fois qu'il y aura la fonte des glaces. Ce qui dit quand même le cynisme du bonhomme. Et d'installation extension de sa base militaire. De la base militaire. Mais je rappelle que le Groenland, c'est en fait un territoire européen, dans la mesure où il est rattaché au royaume du Danemark. Et que je trouve extraordinaire cette agression vis-à-vis, et d'ailleurs pareil, vis-à-vis d'un partenaire de l'OTAN. Exactement comme le Canada. En fait, c'est ça peut-être, pour moi, la plus grande différence, c'est qu'à un moment, ils faisaient ça avec les pays d'Amérique latine. Ils disaient, oui, vous savez, c'est des son of a bitch, mais c'est our son of a bitch. C'est-à-dire c'est des fils de pute, mais c'est les nôtres, tu vois. Mais ils disaient ça vis-à-vis de pays d'Amérique du Sud. Là, ce sont des pays avec lesquels ils sont intégrés dans des alliances militaires, et notamment, je pense à l'OTAN. Et alors là, la réponse de l'Union européenne, quand même, il y a un type, président des États-Unis d'Amérique, il y a déjà un président des États-Unis qui dit on va acheter un territoire européen. Genre, Ursula von der Leyen, elle a priori elle a des soucis de santé, mais elle dit pas d'accord, ça explique pas tout, tu vois, il pourrait quand même y avoir une réaction. La nouvelle femme qui est la nouvelle Joseph Borrell, mais alors hélas j'ai oublié son nom, celle qui s'occupe des affaires étrangères pour l'Union européenne. Pas un mot sur Donald Trump, Emmanuel Macron, etc. Y compris les Danois auraient quand même répondu faiblement. Il n'a pas rien dit Macron sur Trump. Mais sur le Groenland, ah oui, mais là c'est quand même un territoire européen, tu vois, que l'autre il non, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'ingérence de Musk en Grande-Bretagne, en Allemagne. Là, ils invitent Vox aussi. Enfin, je veux dire, la cérémonie de lundi, c'est absolument toutes les extrêmes droites qui seront invitées. Non, mais c'est pas ça. Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron l'a invité à Notre-Dame. Mais par contre, Xi Jinping. Et Giorgia Meloni. Voilà. Et le Premier ministre et le président indien. Voilà, Modi. Mais par contre, nous, on invite Musk dans un mois au sommet à l'Élysée. Non, mais c'est pour ça. Non, mais en fait, au bout d'un moment, il faut se réveiller et dire bon, on met en place une stratégie. Voilà, non mais je suis d'accord, mais Pablo, c'est pour ça que, je veux dire, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas à banaliser et à simplement dire que c'est le prolongement. Encore une fois, c'est comme de dire que l'extrême droite, c'est la continuité de l'extrême centre. Ben non. Pour moi, ce n'est pas la continuité. Il y a, voilà, on change on bascule dans autre chose et que, c'est très important d'avoir une appréciation juste du sujet parce que, ou bien c'est la continuité aggravée. On va bien trouver, on va bien s'en sortir, ou bien il s'agit d'autre chose, et alors à ce moment-là, il faut se poser la question de la réaction et de la manière d'y faire face. Il y a juste une difficulté, je trouve, et on terminera là-dessus peut-être, c'est le fait que c'est la deuxième fois, c'est le deuxième mandat de Donald Trump, et donc il a déjà été président entre 2016 et 2020, que effectivement il y a eu des gros changements dans le monde, enfin indubitablement, et notamment à l'égard de tout ce qui est en matière de droit international. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il a peut-être qu'il a un peu accéléré l'histoire en matière de fascisation du monde, tu vois. Enfin, mais dans son premier mandat. Oui, dans son premier mandat. Non. Voilà. Non. Mais donc, oui, il a contribué d'une certaine manière à son avilissement. Voilà. Ça, c'est vrai. Et on peut dire que quand on maltraite les femmes et quand on parle une langue de Gorée, on participe d'une certaine façon à la fascisation des esprits. Ça, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais sur le plan politique, ce n'était pas comparable. Et moi, peut-être tu pourrais le mettre. Est-ce que tu peux le mettre dans la vidéo? On a vu Vraiment, je vous invite à regarder la photo officielle de Donald Trump 2016 et la photo officielle de Donald Trump 2024. Mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que 2016, c'est un monsieur qui est bien coiffé, qui sourit, souriant et avenant. Et 2024, il fait comme ça. Patibulaire. Patibulaire, il met en scène sa force, sa puissance
et son pouvoir d'effroi. Il est effrayant. Et vraiment, enfin, je veux dire, donc c'est un message clair. Donc il n'y a pas de continuité directe entre les deux. On est bien passé et on passe. Lui change, mais les gens qu'il a rassemblés autour de lui, ce sont des multimilliardaires hyper puissants de la tech, des hydrocarbures, etc., et de la conquête de l'espace. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des gens qui ont. Enfin, il y a une oligarchie qui prend le pouvoir avec son argent, avec ses moyens techniques, sa puissance technologique. Donc je regrette, mais moi je crois que les contre-pouvoirs américains sont extrêmement faibles face à cette puissance qui est en train de s'installer. Donc voilà, je crois que le sujet est extrêmement grave et comme tu dis, la disparition de l'Europe pendant ces circonstances, on se l'est déjà dit la semaine dernière, le problème aussi c'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets communs en Europe. Il n'y a pas beaucoup d'idées qu'il faut faire face à cet immense danger pour la paix, pour la démocratie, pour l'égalité entre les êtres humains. Enfin, tout ça, c'est très, très, très grave. Et on suivra ça avec inquiétude, mais attention. J'ai super la pêche. Là. Moi, tout est en vert. Tout est en vert. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.